c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business pour un nouveau direct avec Stéphane depuis les studios de Coulommiers-Chamiers dans le Périgord. RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le management, les ressources humaines et aujourd'hui la santé au travail et comment se former pour être prêt, pour être dans le monde du travail, les accidents, le maintien, la prévention, ce genre de choses. Et aujourd'hui, nous sommes avec Aurore Gatineau. Aurore Gatineau qui dirige notamment santé-travail-limousin.org, la STL. Elle vient de la SPST 1419, la médecine du travail, et elle s'occupe particulièrement de la branche formation. Aurore Gatineau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur RLP, parce que déjà, j'ai fait une erreur où tout va bien, c'est bien ce que vous êtes, c'est bien SPST, STL, on ne comprend plus très bien. Expliquez-nous tout ça. Le SPST, c'est le service de prévention et de santé au travail. Oui. Alors, pour ceux qui ont de vieux repères historiques, c'est la médecine du travail. D'accord. C'était la médecine du travail, qui a beaucoup évolué, puisqu'on est passé d'une action purement le médecin du travail qui fait les visites, et puis c'est un peu tout. Ça date de 80 ans, on a eu 80 ans pour évoluer, et maintenant on fait prévention et santé au travail avec tout un panel d'actions pour limiter les risques professionnels en entreprise, pour venir accompagner et conseiller les dirigeants et les salariés. D'accord. Et parallèlement à la SPST, il y a la STL. Voilà. Le SPST est une association, et plusieurs associations de territoires différents se sont regroupées, il y a quand même déjà quelques années, pour créer STL, Santé Travail Limousin. Alors comme son nom l'indique, ça vient du Limousin. Ce sont les 3 départements Haute-Vienne, Creuse et Corrèze qui s'étaient regroupés pour proposer, en plus de toutes les actions de prévention et de santé au travail de leur service, une offre de formation. Et par le hasard de la géographie, les SPST de Corrèze et de Dordogne ont fusionné il n'y a pas très longtemps. Bonjour Monsieur Philippe François. Voilà. Nous sommes maintenant le SPST 1924, Corrèze-Dordogne. Et de ce fait, les actions qui étaient proposées par la Corrèze viennent être proposées désormais aussi aux entreprises de Dordogne, du Périgord. Ok. Bon, comme ça, on comprend un petit peu mieux le cadre. Donc, Santé Travail Limousin propose des formations. Alors, ce sont des formations qui sont à destination de l'entreprise, du monde de l'entreprise ? Du monde de l'entreprise. En général, ce sont les salariés, mais on a aussi des formations pour les dirigeants. Et nous proposons les 2 formules de formation, soit des formations qu'on dit inter dans le milieu, c'est-à-dire inter-entreprise. D'accord. Nous fixons un jour, un créneau horaire, un lieu, et on en fait en Dordogne, notamment à Périgueux, avec un sujet de formation, et s'inscrit qui veut. On fait des groupes suivant les sujets de 8 à 15 personnes, et donc avec des gens qui viennent de différentes entreprises. Et on a également des formations dites intra, c'est-à-dire à l'intérieur des entreprises. Là, c'est une entreprise qui nous dit « j'ai un groupe de salariés que je veux former sur un sujet ». Et là, on fait venir le formateur à une date convenue avec l'entreprise. Donc là, c'est du sur-mesure. Alors, on va dire aux gens, ne quittez pas, parce que ça peut vous intéresser, ça peut être intéressant. C'est là qu'on apprend notamment à être secouriste, à pallier aux accidents, à faire de la prévention et autres. Il y a toujours un intérêt par rapport à ça, d'autant plus qu'il y a des mécanismes c'est pas un modèle commercial, c'est un modèle santé publique. C'est un modèle santé publique, c'est une association. Donc il n'y a pas de recherche de bénéfices. Notre objectif, les services qui ont créé cette association de formation, c'est de pouvoir proposer aux entreprises des solutions de formation en matière de santé au travail et de risques professionnels les moins chers possibles. Alors bien sûr, il faut payer les formateurs, il faut payer les locaux, mais sans marge bénéficiaire, donc pour essayer de réduire les prix pour les entreprises du territoire. Il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça aussi parfois. Bien ça sûr. peut arriver. STL est agréé Calliope, ce qui permet aux entreprises qui ont recours à ces services de se faire rembourser par l'OPCO. Alors peut-être une petite parenthèse technique, histoire de savoir ce qu'est un OPCO, un organisme paritaire de collecte agréé, un nom assez barbare. C'était l'OPCA, ça. C'était l'OPCA. Et qui s'est renommé en OPCO. C'est vrai. Ils aiment bien faire ça. Ils nous font de sales tours. Oh là là, c'est pour justifier beaucoup de choses, allons-y. Oui, et les évolutions de leurs orientations. Enfin bref, toutes les entreprises, dès lors qu'elles ont un salarié, ont l'obligation de faire de la formation et de cotiser. On appelle ça une taxe formation, carrément, un pourcentage de leur masse salariale qui est versé à l'OPCO pour financer des formations. Mais ayant versé cet argent, l'entreprise peut demander à en récupérer une partie
et des fois même, surtout pour les TPE, les toutes petites entreprises, plus qu'elles n'inversaient, en se faisant payer des formations. Alors payer, l'entreprise les paye et se les fait rembourser par l'OPCO, plus exactement. Tout à fait. Donc on rentre dans un système les formations, la formation continue, et on est tout à fait là-dedans. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme formation à STL? Alors à STL, on a plusieurs champs de formation. On va dire 3 grandes familles. La première, ça va être plus des formations très classiques, certifiantes. Le secouriste au travail, le secouriste sauveteur au travail, SST, et les formations PRAP, prévention du risque de l'activité physique. Alors le secouriste en santé au travail, c'est quelqu'un qui va être formé et qui va se recycler régulièrement pour garder son niveau de formation. C'est un petit peu comme le PSC, le premier secours civil, mais en allant un peu plus loin. Le PSC1, le fameux PSC1 pour être... Voilà. Tout à fait. Mais en allant un peu plus loin, et de façon à être capable d'intervenir sur tout un tas d'accidents, de situations, de risques, d'avoir les repères, les premiers gestes. Alors, c'est destiné au monde de l'entreprise, mais bien sûr, c'est des formations qui sont super utiles aussi à titre personnel. Alors, c'est quand même intéressant de savoir que si autour de vous, quelqu'un a un accident, vous allez être capable de l'aider. Et c'est aussi intéressant de savoir que si vous avez un malaise ou qu'il vous arrive un problème, il y aura autour de vous quelqu'un capable de vous aider. Il y a un intérêt quand même à faire ça. Il y a un vrai intérêt. Alors, quand on dit aider, il y a des choses quand même que ceux qui ne sont pas formés ne mesurent pas forcément. On voit de plus en plus d'endroits des défibrillateurs. Oui. Donc on se dit, j'ouvre le capot du défibrillateur, je regarde le mode d'emploi, je mets les électrodes et la machine va tout faire. Ouais, non, ça sent pas bon. Quand on arrive au défibrillateur, généralement, ça marche pas. Sur l'AVC, il faut faire le massage avant le défibrillateur. Ouais. Et puis, si vous avez le défibrillateur qui vous dit continuez le massage, si vous savez pas le faire, vous n'êtes pas forcément beaucoup plus avancé, ou surtout la victime ne l'est pas. Alors, on rentre dans une zone dangereuse. C'est mieux de connaître. Ouais. Donc c'est quand même mieux de connaître. À tout moment, on peut être victime ou voir quelqu'un qui l'est. Et dans les entreprises, le fait que les gens aient fait la formation SST, ça peut aussi permettre d'avoir un petit badge SST. Donc on sait qui l'est, on sait qui est susceptible d'intervenir. C'est une identification. C'est donc très intéressant pour les entreprises pour réduire les risques. C'est une formation qui, je pense, est tout à fait pertinente pour les salariés. Ça permet de se former pour les autres, pour soi, d'en savoir plus. Donc c'est quelque chose d'assez à la fois simple, complet, et c'est vraiment une première action que plus il y aura de monde formé en SST, moins on aura globalement d'accidents, ou surtout d'accidents graves. Oui, surtout qu'on va dire qu'on les forme dans le monde du travail, mais quand ils repartent chez eux, ils sont toujours formés. Donc en fait, on les forme pour la société civile. Tout à fait. Ils sont formés quand ils sont chez eux, quand ils sont auprès de leur famille, quand ils font une activité ou quand ils circulent sur la route. Non, mais ça, c'est comme apprendre à nager aux enfants. C'est des trucs, on devrait le faire. C'est des trucs ce serait, moi, on le mettrait au programme scolaire, ce truc-là. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Alors, nous proposons aussi une autre grande dynamique, la prévention des risques liés à l'activité physique. D'accord. Le PRAP. Là aussi, c'est une formation qui est certifiante. C'est-à-dire que les personnes qui l'ont fait ont un certificat et sont amenées à le recycler de façon régulière pour rester au niveau. La prévention des risques liés à l'activité physique, en fait, l'idée, c'est de diminuer le risque de troubles musculo-squelettiques, donc de problèmes musculaires ou osseux, liés aux situations de travail. Et elle a 2 volets. D'une part, elle a un volet où vraiment on fait un apprentissage et révision des bons gestes. Comment soulever quelque chose, comment attraper un objet, une révision de base. Mais ce qui est intéressant dans le PRAP, c'est qu'il y a aussi tout un travail de formation sur savoir identifier et proposer des améliorations sur une situation de travail. Dans mon travail, savoir l'observer, savoir faire une grille d'analyse pour proposer à l'employeur de faire soit des investissements, soit des modifications. Alors, concrètement, moi j'ai rencontré des gens qui avaient passé leur vie à transporter des choses, que ce soit en grande distribution, dans le bâtiment et autres, et qui avaient les poignets dans un tel état qu'ils n'arrivaient plus à porter un sac plastique. Ouais. Et peut-être que s'ils avaient su utiliser le geste mécanique ou alors faire de la prévention et peut-être travailler autrement, peut-être qu'ils auraient encore leur poignet. C'est un exemple concret. Oui, c'est un exemple concret. Ou si un collègue avait fait cette formation et avait pu observer et dire... tu rencontres tel problème, on va le faire remonter par tel circuit. C'est une formation de base qui a pour objectif de rendre
des personnes actrices aussi de leur propre prévention. Ça répond à l'obligation de l'employeur, hein. Il ne faut pas se cacher. J'ai le chiffre, 87% des maladies professionnelles sont liées aux troubles musculo-squelettiques. Donc déjà, l'employeur, il a une... Les gestes répétitifs, c'est Charlie Chaplin, là. Une raison financière évidente, hein, parce que la maladie professionnelle, le coût retombe sur l'employeur d'une façon ou d'une autre. Donc il a tout intérêt à les diminuer. Bien sûr. Donc il y a ça, il y a l'obligation de formation, il y a l'intérêt à diminuer le coût des maladies pro, et puis il y a une dynamique humaine aussi, parce que c'est à la fois essayer de réduire le risque pour garder les salariés en meilleure santé plus longtemps, mais c'est aussi les rendre acteurs. Et un salarié, une personne qui est acteur, qui peut analyser sa propre situation, qui peut faire des propositions dessus, c'est quand même autrement plus motivant que de faire une tâche répétitive sur laquelle on est complètement impuissant. Bien sûr. Et puis ça marche. Généralement, si la tâche est optimisée, il y en a plus, ça marche mieux, tout le monde est gagnant, quoi. Voilà. Donc, c'est des formations qui sont gagnantes pour tout le monde, qui reviennent pas cher, surtout quand elles sont remboursées par l'OPCO, et puis vraiment qui amènent une logique de prévention. Sortir de l'impuissance, on a toujours fait comme ça, je vais muser jusqu'au bout. Enfin, c'est quand même des discours et des pensées qui sont assez négatives pour se dire je prends du recul. On est jeune, ça. C'est quand on est jeune qu'on dit ça. Ouais. Généralement, avec le temps, après, on commence à... Mais la prévention, il vaut mieux commencer tôt. Bien sûr, et pour rester jeune longtemps, d'ailleurs. Voilà, et en bonne santé le plus longtemps possible. Ouais. Donc voilà, la formation des acteurs PRAP permet aux employeurs de répondre à leurs obligations, d'essayer de diminuer leurs coûts à long terme, c'est un investissement, et puis aussi contribue à une dynamique d'équipe sur la prévention. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de bien positif. Ça fait déjà 2 grosses formations que vous proposez. Ça fait déjà 2 grosses formations. Donc ça, on va dire que c'est des formations historiques qui sont connues depuis très très longtemps. Et bien qu'elles soient connues depuis très très longtemps, en final, il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui s'emparent de ces outils simples et de base, mais qui fonctionnent. Après, il y a une évolution qui est dommage, mais existante, hein. C'est le risque psychosocial. On constate de plus en plus de difficultés liées au risque psychosocial. Je pense qu'on pourrait passer des heures à débattre de son origine. Non, mais il n'y a pas que vous qui me le dites. Ouais. Il y a une augmentation de la souffrance psychologique. On voit arriver notamment des problématiques de plus en plus importantes. On en a pris conscience durant le Covid, mais c'était déjà en train ça existait déjà avant, ça bouillonnait déjà un petit peu avant. Et la souffrance psychologique au travail, c'est un vrai chantier, c'est un vrai... c'est beaucoup mieux d'être heureux quand on fait ce qu'on fait, très clairement. Et ça peut être... oui, dès qu'il y a un petit peu de plaisir, tout de suite, tout est beaucoup plus facile. Ça, c'est clair. Et donc, sur ce sujet-là, il y a des formations qui se développent, qui se mettent en place. Alors, une qui commence on en entend beaucoup parler, surtout avec la cause sur la santé mentale, c'est Premiers secours en santé mentale. Donc ça, c'est une formation qui est calibrée. En gros, que vous la fassiez à Paris, à Périgueux ou en Australie, puisque c'est de là qu'elle vient, c'est le même programme, à quelques adaptations locales près. Elle est normée. Elle est standardisée. D'accord. Et l'objectif Premier secours en santé mentale, c'est un petit peu le même principe que le SST, mais au lieu d'être sur des accidents physiques, on est sur des problèmes de santé mentale. Alors ça répond à des questions assez... ça permet de donner quelques clés. Qu'est-ce que je fais face à une intention suicidaire ? C'est quoi au juste une dépression ? Comment je réagis par rapport à quelqu'un qui est en dépression. Et ça permet aussi de commencer à avoir quelques repères pour différencier ce qui va être vraiment une maladie psychiatrique avec le besoin de recourir rapidement à un avis médical. La crise suicidaire, c'est première réaction quand même. S'il y a vraiment une intention, c'est le 15. On est dans une urgence vitale. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la crise suicidaire est tout aussi dangereuse que l'accident de la route. C'est mortel. Hein. Ah, mon docteur m'a dit, tu parles au mur, c'est pas grave. C'est quand il te répond que ça devient embêtant. Mais c'est un peu ça. Par exemple. Mais du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai un collègue dans la pièce qui parle au mur ? Oui. Comme si le mur me répondait. Qu'est-ce qu'il faut ? Non, mais on comprend. Ouais. Il y a beaucoup d'anxiété. Il y a des gens qui ont parfois peur de perdre leur environnement. Nous vivons dans une société qui est anxiogène. Ça se gère, il y a une gestion du stress, ça s'apprend à gérer le stress, le sien, celui des autres, voilà. Alors il y a 2 niveaux, je dirais. Il y a la partie stress, qui est je suis globalement d'un niveau de névrose assez standard, je ne suis pas malade, mais pour autant je suis stressée, la situation est complexe, j'ai des incertitudes, j'ai peur de l'avenir. Ça, c'est le stress du quotidien et du professionnel. Et puis il y a le niveau où on devient carrément malade, de ça ou d'autres choses, avec
dépression, burn-out, avec crise, idées suicidaires. Bon, là, on est vraiment dans la santé mentale et le besoin médical. Donc, le premier secours en santé mentale, déjà, permet de faire un petit peu le tri entre toutes ces notions et d'avoir quelques clés pour comment je réagis si un proche, un collègue me dit qu'il a des idées noires, comment je réagis face à quelqu'un qui parle au mur. Si les murs lui répondent. Ouais. Non, mais c'est un très bon exemple. Oui, et puis on va se dédramatiser parce que il peut y avoir un sentiment de gêne, mais il ne faut pas être gêné. Je veux dire, aller voir un psychologue, aller voir un thérapeute, la santé mentale, l'équilibre mental, c'est un vrai sujet, c'est un tabou qui est en train de tomber, c'est quelque chose qu'il faut que l'on regarde de face, c'est une vraie problématique, et quand on s'en occupe, il y a vraiment un intérêt pour soi et pour les autres à s'occuper de cette chose-là, et c'est pas honteux, ça fait partie de la vie, c'est partie de la vie d'aujourd'hui. Voilà. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, et en même temps, c'est un tabou qui se lève, on en parle de plus en plus, mais pas grand monde sait de quoi on parle. Et c'est là que la formation prend tout son sens. Et donc le premier secours en santé mentale, comme les autres formations de premier secours, peut être financé par l'entreprise, qui est une vraie action, un message envers ses salariés, et qui permet aussi de clarifier certaines choses. Tout n'est pas santé mentale, mais c'est aussi quelque chose qui est très utile pour la personne qui la suit, parce qu'elle peut, de ce fait, s'en servir aussi bien au travail que chez soi, enfin, toujours pareil, dans une démarche citoyenne. D'accord. Donc là, on a fait le tour des premiers secours. D'accord. Et pour rester dans la partie semi-psychologique, les risques psychosociaux, le milieu de l'entreprise a ses propres codes. Et ces codes ont tendance à bouger, à changer. On ne travaille pas avec les mêmes relations qu'il y a 50 ans, c'est sûr, mais même 5 ou 10 ans. Les repères ne sont plus les mêmes. Des fois, on parle de choc des générations, mais ce n'est pas forcément que les générations. Les pratiques ont changé, les comportements. Les comportements ont beaucoup évolué en 30 à 40 ans. Et moi, j'entends ici notamment très souvent des gens qui me disent que les problématiques de recrutement ne sont pas les mêmes suivant les générations. C'est vrai. Il n'y a pas que l'effet générationnel. Je ne voudrais pas faire que opposer les jeunes et les anciens. Non, mais on ne s'est pas opposé, c'est juste... voilà. Mais effectivement, les attentes vis-à-vis du travail ne sont plus les mêmes. On ne rentre plus dans une entreprise pour y rester 40 ou 50 ans. Ah, malheureusement. Enfin, ou puis, heureusement, ça dépend. Oui, voilà. Ça dépend comment on voit les choses. On peut aussi voir des attentes qui sont très différentes et qui peuvent venir interroger le rôle du dirigeant. Je veux qu'il soit responsable de moi, mais je veux quand même être autonome. C'est quand même une attente paradoxale. Et on rentre quasiment dans la ressource humaine, là. On rentre dans la RH. On rentre dans la RH. Et ça amène aussi à positionner différemment le rôle des managers. Alors, dirigeant sur une petite entreprise, manager sur une plus grosse. Parce que si je donne trop de cadres, si je rappelle trop aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, on va me dire que je les infantilise, que je crée du stress. Si je ne le fais pas assez, tout dérape et on me reproche de ne pas être à ma place. Quelle est ma place ? La notion de harcèlement a pris une ampleur phénoménale. Quasiment tout devient du harcèlement. Si je dis à un salarié qu'il est en retard pour la 3e fois... Il y a certaines choses qu'il fallait arrêter aussi par le passé. Ça, c'est clair et net. Il y a certaines... Mais j'entends ce que vous dites. On a une évolution où je ne suis pas sûre que les vrais harcèlements soient forcément toujours arrêtés. Par contre, on peut avoir des phénomènes qui relevaient du relationnel qui commencent à venir être qualifiés en harcèlement. Et moi, j'entends régulièrement des managers qui me disent « Je ne sais plus par quel bout prendre la chose, je ne sais plus comment dire à quelqu'un comment il doit travailler, parce qu'en gros, on va me le reprocher. » Et ça amène aussi des formations pour les managers et les dirigeants. Moi, j'allais en parler. Là, on prend dans le management, la ressource humaine. C'est une formation à destination des chefs d'équipe, des cadres, ce genre de choses. Donc, on était sur STL et les formations qu'ils proposent. Donc, quelques titres. Bien sûr. Les clés du management pour les artisans. Donc là, on va vraiment cibler sur TPE, sur des métiers quand même qui ont leur propre code aussi. Gestion des conflits quotidiens au travail. Alors, celle-ci, j'aimerais bien que plus de gens la fassent en amont. Prévenir les risques psychosociaux par des leviers managériaux nouveaux. Donc, il y a des solutions qui peuvent passer par la formation, apprendre de nouveaux codes. Voilà. Et notre idée à STL, c'est d'essayer de proposer ces formations à prix coûtant, puisqu'on ne cherche pas à faire des bénéfices dessus, localement, territorialement, avec des propositions de formation pour les entreprises de Dordogne.
Alors je vois là aussi, gestion de l'agressivité en situation d'accueil. On a quand même beaucoup de réceptionnistes et autres qui disent que parfois, justement, le stress ambiant fait que il faut savoir gérer effectivement des gens. Gestion de conflits quotidiens au travail, prévenir les risques psychosociaux. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la santé, acteur prévention, l'aide du soin à domicile, l'apprentissage du premier secours, savoir analyser une situation de travail. Vous faites de la sensibilisation aussi. Oui. Donc la sensibilisation, harcèlement sexuel, agissement sexiste, e-learning, pour les travailleurs handicapés, les conduites addictives, les défibrillateurs, le risque routier, les véhicules utilitaires légers. Vous couvrez quand même beaucoup de choses. On couvre beaucoup de choses. Vous parliez à l'instant d'un de nos titres, qui est la gestion de l'agressivité en situation d'accueil. Oui. Et on en a une autre qui est sur un thème un petit peu proche, c'est la gestion des intrusions. Comment réagir en cas d'intrusion malveillante. Alors, ce n'est pas en situation d'accueil, mais ce sont des formations qui sont vraiment dans l'air du temps, qui répondent à un besoin. Alors, sur l'intrusion malveillante, on l'a vu cette semaine, on est noyé dans les actualités sur la situation du Louvre. Mais ça n'arrive pas qu'au Louvre et à Paris. J'ai repris quelques éléments. Non, j'ai reçu une psychologue dans tout le métier, toute la carrière a été d'aller aider ceux qui avaient subi un braquage, un hold-up en fait. Tout à fait. Le suivi psychologique après. Ouais, parce que c'est un vrai traumatisme de le vivre. Il y a quelques faits divers qui ont eu lieu en Dordogne. 2 anciens élèves qui se rendent devant leur établissement scolaire avec un sac rempli d'armes. Juin 2025. Septembre 2025, un homme tente de s'introduire dans une école en Dordogne. Il est maîtrisé par les gendarmes. Octobre 2025, un centre hospitalier et un EHPAD de Dordogne cambriolé, un coffre-fort emporté. Ils n'ont pas pu s'introduire quand il n'y avait personne. Il y a toujours quelqu'un dans un centre hospitalier ou un EHPAD. Donc on est sur des situations de travail où les personnes sont à tout moment, en fait, soumises au risque d'intrusion, de violence. Alors, effectivement, après, il y a tout le suivi psychologique du traumatisme, mais l'idée de la formation, c'est de venir en amont, de se préparer. Ça a deux facteurs principaux. Déjà, si jamais ça arrive, on saura peut-être un peu mieux réagir. Ça permet d'avoir le sentiment d'être acteur, de ne pas être dans l'impuissance de qu'est-ce qui va m'arriver si jamais je suis agressé, comment je dois réagir, d'être paralysé par la peur. Et puis aussi le fait de le faire à froid, en amont, en formation, dans un cadre pacifique, très, très posé, ça permet de se poser les questions. Est-ce que mon environnement est adapté? Comment est-ce que je pourrais l'améliorer? De questionner le formateur sur sa propre situation et essayer de définir comment on améliore pour éviter que ce ne soit grave si ça venait à se produire. Alors, tout ceci, c'est quand même assez intéressant parce que comme vous êtes très proche de la SPST, la santé au travail, vous proposez des formations qui correspondent plus ou moins à l'audit ou la vision que vous avez de l'écosystème, de ce qui se passe dans le monde du travail en fait. Donc, c'est de répondre à des attentes. Alors, je vois que STL Formation 2024, c'est 4300 heures de formation, 3300 salariés formés, sensibilisés. Ça concerne 700 entreprises. Il y a 21 formateurs, il y a un taux de satisfaction qui est très bien. Bon, visiblement, vous avez la santé au travail. La santé au travail travaille avec des formations pour améliorer la santé au travail en amont. Dans le temps qui reste, ça fait un certain temps que vous êtes dans cet environnement. Vous faites notamment de la formation continue et autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore améliorer le monde du travail? Là, vous proposez des formations, mais si on devait faire un audit demain, vous avez le ministère, là, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Comment on pourrait faire mieux encore? Qu'est-ce qui manque? Je ne suis pas sûre qu'il faille faire mieux, et surtout pas par une réglementation supplémentaire. Personnellement, je commence à me lasser après quelques décennies. La surréglementation fait parfois plus de mal qu'elle ne fait de bien. Clairement. En revanche, il y a un manque de compréhension du sens de la réglementation. Et je ne suis pas sûre que ce soit du ministère qu'il faille partir. C'est plus un travail de terrain, ce que vous faites. Expliquer les intentions peut-être. Expliquer les intentions. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Expliquer les opportunités aussi, donner des éclairages, permettre aux entreprises de se saisir de ce qui est une obligation réglementaire pour en faire une opportunité. On peut parler du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, une obligation réglementaire. Une entreprise qui n'a pas son DUERP, en cas d'accident, ça peut engager la responsabilité pénale du chef d'entreprise. C'est quand même assez lourd de se retrouver en garde à vue parce qu'il y a eu un accident du travail dans l'entreprise. Oui, c'est ballot. C'est ballot.
Donc souvent, malheureusement, les entreprises, sur ce DUERP, font quelque chose de je l'ai fait pour répondre à l'obligation, pour cocher la case. Alors, j'en profite pour faire un peu de sensibilisation au passage. Sur le DUERP, on voit passer des propositions, faites votre DUERP, c'est obligatoire, pour X centaines d'euros, on vous le fait. Attention, il y a énormément d'escroqueries sur ce champ. Sachez que les services de prévention et de santé au travail l'ont dans leur mission sans coût additionnel pour les entreprises. C'est un peu dommage quand on peut avoir un appui gratuit pour le faire, aller payer quelqu'un. Bon, mais revenons sur ce DUERP. C'est une obligation, mais dans l'esprit, ça devrait être une réflexion sur le risque professionnel et une façon de chercher à le réduire. Et réduire ces risques professionnels en discutant avec toutes les équipes, en les faisant travailler sur quels sont les risques, comment on peut améliorer la situation, comment on peut la maîtriser, c'est renverser la notion de stress et de risque psychosocial, parce que c'est impliquer, faire travailler ensemble, donner matière aux salariés à devenir acteurs de leur propre sécurité. Et la formation est ensuite un des axes d'action possibles. Donc si je vous écoute, vous vous placez très clairement dans la prévention et la vulgarisation, l'explication, la pédagogie. La pédagogie de la prévention. C'est vraiment le rôle de notre service que d'inciter les entreprises à venir sur le champ de la prévention et puis de les aider et de les accompagner. Allez, j'en profite pour faire un petit peu de pub, il nous reste quelques minutes. Le service de prévention et de santé au travail, en plus de proposer des formations, va organiser fin février un salon qu'on appellera les rencontres de l'innovation en santé au travail, où notre objectif est de faire venir des spécialistes qui ont proposé des actions innovantes pour les entreprises localement, pour pas aller sur un salon à Lyon, à Milan, à Paris, mais pour pouvoir trouver à Périgueux, durant une journée, des exemples de produits un peu innovants qui peuvent vraiment avoir un apport sur les conditions de travail. Quelques exemples tout bêtes. Alors, on parle beaucoup des exosquelettes et je ne vais pas en parler parce que ça parle à tout le monde. Mais un gilet à porter en été parce qu'il refroidit le corps quand il fait trop chaud. Avoir un vêtement rafraîchissant. C'est une idée intéressante. Toutes ces caissières qu'on force à rester debout avec un maintien des reins, par exemple, ça peut leur aider la vie un petit peu aussi, hein, avec les packs d'eau et autres. Tout à fait. Il y a plein de petites choses qui ne vont pas forcément coûter très cher, mais qui peuvent beaucoup améliorer les conditions de travail. Il faut faire attention à son équipe, parce que vous avez une équipe. Ça, franchement, pour tout manager, c'est la base. Si jamais ils se sentent bien et qu'ils vont bien, tout ira beaucoup mieux pour tout le monde. Tout ira beaucoup mieux pour tout le monde, et en plus, ça coûtera moins cher à l'entreprise. Bien sûr, à tout le monde, à la société. À la société. Ça marchera mieux, la boîte ira mieux, ça se sent. Tout à fait, ça se sent. Une boîte qui va bien, ça se sent tout de suite. Ouais. La prévention est vraiment une démarche de responsabilité sociale et environnementale, mais qui a un rapport sur investissement qui est très important dans la dynamique humaine et dans la dynamique financière. Bien sûr. Il y a des endroits où on aime bien aller parce que ça vibre bien. Et ça se sent. Ça se sent absolument, tout à fait. Et d'autres d'où tout le monde part, c'est un peu dommage. Oui, après ils ferment. J'ai des exemples en tête, mais on ne citera pas de nom. Aurore Gatineau de santé-travail-limousin.org. On vous trouve comme ça. Vous avez des réseaux sociaux aussi? Alors, on a des réseaux sociaux. On est notamment sur LinkedIn pour rappeler régulièrement nos formations, faire parler nos formateurs. On nous trouve aussi sur Internet, STL Formation. Ça permet d'avoir accès à notre catalogue et puis même de s'inscrire directement sur le site internet pour toutes les formations qui sont ouvertes à plusieurs entreprises. Oui, STL, Santé Travail Limousin, voilà, en .org, on vous trouve assez facilement. La SPST, on la trouve, on va faire aussi, on va revenir sur la santé au travail, c'est SPST 1419. 1924, pardon. SPST pour Santé, Prévention, Santé, Travail. Service Prévention, Santé, Travail, voilà. 19-24, où il y a aussi beaucoup de documents de prévention et autres. Tout à fait. Bon. Il faut savoir que pour les entreprises, l'adhésion au service de prévention et de santé au travail est obligatoire. Et ils doivent nous payer. Bon, c'est réglementaire. Okay. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux, parmi les entreprises, ne savent pas tout ce que nous pouvons proposer. Donc, beaucoup de choses qui n'ont pas de coûts supplémentaires qu'ils ont déjà payés. Mais vous êtes là pour les aider, en fait. Vous n'êtes pas là pour leur vendre des trucs, quoi. Donc, non, puisqu'on ne vend pas. Voilà. On offre un service. Exactement. Aurore,
Aurore Gatineau, merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Et à tout le monde, écoutez, à la semaine prochaine. Vous êtes toujours sur RLP sur 102.3. La suite des programmes, ne bougez pas, c'est juste après ça. À la semaine prochaine, au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.